Et nous allons enchaîner avec une table ronde qui est consacrée à la transition environnementale. Et la question que l'on va se poser, c'est comment mobiliser une communauté d'apprenants. Donc, je m'appelle Jean-Charles Caillé, je suis vice-président en charge de l'innovation à l'Université catholique de Lille. J'aurai le plaisir de modérer cette table ronde. Et j'ai à côté de moi donc Virginie Raoult, qui est responsable développement durable chez Sistra. Fanny Tavernier, qui est responsable d'accompagnement des entreprises chez Ma Petite Planète. Et Marion Robert, qui est responsable de formation Green RH à AXA Climate School. Donc, je vais leur poser une question à chacune. Je vais leur laisser 5 minutes. On s'est organisé comme ça. Une question, 5 minutes. Et après, on aura 10 minutes et quelques de temps pour écouter vos propres questions. Donc, je vais commencer par Virginie. La question serait comment finalement, dans ce cadre-là, embarquer tout le monde et communiquer de manière plus efficace. Merci Jean-Charles. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc, je suis Virginie, responsable développement durable chez Sistra. Alors déjà, je vais parler du cas Sistra, qui est une ingénierie dédiée à la mobilité et au transport. Et donc, on a défini une trajectoire climat chez Sistra il y a quelques temps, compatible avec les accords de Paris. Et dans ce cadre-là, on a vraiment une volonté de permettre à toutes nos collaboratrices et collaborateurs de comprendre les enjeux climatiques actuels et aussi de vraiment construire une culture d'entreprise commune autour de ces sujets. Et la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est que Sistra, c'est une entreprise internationale. On a à peu près 11 000 collaboratrices et collaborateurs un peu partout dans le monde, et avec des profils très variés, aussi bien en termes de compétences, en termes de culture, de langue. Et clairement, adresser ces sujets-là, qu'on soit en Suède, aux US, au Chili ou en Corée, c'est difficile en fait de rassembler tout le monde. Et notre département développement durable, on a vraiment voulu donner une direction commune qui se base sur les valeurs communes de l'entreprise, donc partagées par tous, mais aussi laisser la liberté à chaque pays de pouvoir adresser les questions climatiques en fonction de leurs propres priorités locales. Et là, on voit l'équilibre assez difficile à tenir, mais en même temps, c'est passionnant et c'est très riche d'apprentissage. Alors, on a initié un partenariat avec AXA Climate School et on a défini un parcours de formation. Ce parcours de formation est disponible pour tous sur le LMS de l'entreprise et il se définit en 3 cycles. 3 cycles, chaque cycle a le même format, à peu près 30 minutes. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a défini un passeport trajectoire climat avec des échelons. Donc à chaque fois qu'on finit un cycle, hop, on a un échelon supplémentaire dans notre passeport. Donc on a lancé notre premier cycle en avril jusqu'à octobre. Et là, on atteignait l'échelon explorateur. Le deuxième cycle, on l'a lancé en fin d'année, fin novembre, début décembre, jusqu'à février-mars à peu près. Et là, on devient avocat. Et enfin, le dernier cycle va se lancer d'ici avril. Et là, on sera les champions de la trajectoire climat. Donc là, on a défini vraiment un parcours de formation avec une ligne directrice très claire et avec une identité forte. Et à partir de ce contenu-là, on a identifié des ambassadeurs locaux qui vont pouvoir porter nos sujets dans chaque pays ou chaque zone géographique. Et en fait, à partir de là, je les ai contactés et très vite, on a voulu faire des actions concrètes pour le lancement du cycle 1. Et donc, soit je faisais des présentations au sein des instances existantes, locales, soit on a aussi organisé avec certains des conférences, des mini-conférences dédiées à la promotion du premier cycle. Et en suivant les KPI, ce que je me suis aperçue, c'est que ça marche vraiment très bien quand on a à la fois un ambassadeur local qui porte ses sujets comme ses valeurs, très actif, et qui est appuyé par sa hiérarchie, par le management local, et qui donne du coup une priorité à nos sujets. Et pour le deuxième cycle, ce qu'on a fait, c'est on a voulu varier un peu la manière de communiquer. On a créé du contenu avec un podcast que j'ai réalisé avec Gabriel Perrachon de AXA Climate School.
Et donc, à partir de là, sur ce cycle 2, ce qu'on veut faire, c'est donner la main à nos ambassadeurs locaux pour qu'ils deviennent vraiment proactifs, autonomes, et que ce soit eux qui, finalement, deviennent les acteurs et lancent des événements locaux dans leur pays. Donc, évidemment, avec nous en soutien, mais c'est vraiment là, on leur donne la main. C'est notre challenge de début d'année. Mais ça nous semble vraiment primordial pour la pérennité et aussi pour la légitimité de nos sujets en local. Voilà. Merci Virginie. Donc ça donne des idées un peu sur la façon d'embarquer les collaborateurs. Je vais tendre le micro maintenant à Fanny pour lui poser la question aussi de la façon d'engager les gens, plus de permettre de créer des interactions entre les personnes et si possible de manière ludique, autrement dit en y prenant un peu de plaisir quand même. Merci Jean-Charles, vous m'entendez? Oui, merci. Donc, je vais peut-être présenter un petit peu Ma Petite Planète, ce que c'est. Ma Petite Planète, c'est une association qui a pour mission de faire passer un maximum de personnes à l'action pour l'environnement de manière fun, décalée. Pour ça, on propose un challenge de 3 semaines où on a plein de défis à vivre dans la vraie vie et une application pour suivre la progression des participants. Un exemple de défi, ça peut être de réaliser en équipe un quiz sur les déchets en entreprise ou alors à la belle saison, pas maintenant, de faire un pique-nique végétarien avec ses collègues. Ça, on le propose en différentes langues et ça nous permet de toucher différentes cibles, dont les entreprises, les structures publiques, l'enseignement supérieur, qui, par leur participation au challenge, financent la version scolaire qu'on fournit gratuitement à tous les enseignants qui le souhaitent, de la maternelle au lycée. Voilà, comme ça, le contexte est posé. Et je reviens juste effectivement sur la communauté. Quand une entreprise met en place notre challenge, les salariés vont jouer en équipe, de 1 à autant que vous voulez. Souvent, on a des entreprises avec une centaine d'équipes. Et donc, notre échelle de communauté, c'est l'équipe, une quinzaine de personnes, avec des profils variés, justement, des sensibilités, des niveaux de connaissances différents. Et nous, ça va vraiment être la dynamique collective qu'on va essayer d'aller travailler, parce que ça va permettre de se motiver, de partager l'expérience et donc de se tirer vers le haut ensemble. Ça, c'est favorisé par le cadre qu'on met avec un temps limité, les 3 semaines, et même à distance. Quand l'équipe est en remote ou alors se connaît pas forcément, on a une conversation qui rassemble tous les membres d'une équipe pour justement qu'ils puissent partager leur réalisation pendant les 3 semaines. Oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que l'aspect collectif, il est vraiment important pour nous et je te rejoins sur... on a 90% des participants qui nous disent qu'ils ont créé plus de liens avec leurs collègues. Donc c'est vraiment cette dimension qu'on essaye de travailler. L'ambassadeur est effectivement très important pour aider à avoir un pair qui mobilise ses collègues sur le sujet. Si je viens maintenant sur le côté apprenant, parce qu'au final, on propose un challenge, tout ça, mais le contenu, il est varié, sourcé, principalement basé sur le travail de l'ADEME. Notre idée, c'est vraiment de faire monter en compétence les gens sur les sujets environnementaux et on va s'appuyer beaucoup sur la gamification. On arrive à les faire monter en compétences. Ils déclarent avoir gagné près de 2 points sur 10 en niveau de compréhension grâce au challenge. Mais justement, cette gamification va les rendre actifs dans leur apprentissage. Ils vont avoir envie d'aller plus loin. L'exemple, ça va être le quiz, par exemple, sur les déchets. Je vais le faire, je vais apprendre des choses, mais du coup, ça va me faire valider un défi. Je gagne des points, j'aide mon équipe à gagner. Je veux que mon équipe gagne, donc je vais vouloir marquer plus de points et je vais comme ça accéder à l'apprentissage par intérêt, par envie. C'est vraiment chaque personne qui décide de quel défi elle a envie de faire. Et en fait, c'est marrant parce que ils sont dans un processus d'apprentissage sans presque s'en rendre compte. Ça nous facilite pas les choses, le sujet, parce que le sujet de la transition environnementale, il peut être complexe, contraignant, anxiogène. Et donc, c'est assez difficile de proposer un contenu d'apprentissage sur le sujet. Et l'aspect ludique, justement, il permet ça. Il permet d'aborder un sujet sérieux, mais de le rendre accessible à tout niveau, à toute sensibilité. On a
un bel exemple assez récent avec un de nos clients qui était Vif3. C'est un acteur mutualiste de la santé qui a participé en septembre dernier. Il regroupait 36 000 collaborateurs et on a pu, grâce à eux, toucher des personnes justement un peu plus difficiles à toucher normalement. Des personnes dans les EHPAD, par exemple, les accompagnants, les encadrants, mais les bénéficiaires aussi, dans les ESAT aussi. Et donc, on a eu 1000 participants qui ont réalisé en moyenne 16 défis par personne. Ça veut dire 16 actions de montée en compétences. Et ça, c'est assez fou de se dire ça. Donc, en gros, le cadre, le jeu et, je te rejoins, les ambassadeurs font qu'on arrive à construire une communauté qui se pousse plus loin et qui se donne envie de s'engager. Nous, c'est vraiment ça qu'on essaye de construire. Au final, on a 50%, la moitié des participants qui, à la suite, veulent vraiment s'engager plus dans les projets RSE de la structure. Voilà. Merci Fanny. Donc on va terminer donc la troisième intervention toujours par un retour d'expérience complémentaire, différent et complémentaire, en posant la question comment rentrer aussi dans le concret. Non pas qu'on n'était pas dans le concret juste avant, mais comment rentrer aussi un peu plus dans le concret par l'approche métier. Et pour ça, je vais laisser la parole à Marion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis du coup Marion Robert. Je travaille chez AXA Climate et je pilote notre toute nouvelle offre de formation qui s'appelle Green RH. Nous, quand on a créé la Climate School, qui est une formation 100% en ligne, on avait plusieurs convictions. La première qui était qu'effectivement, pour parler dans une entreprise et essayer d'embarquer un maximum de monde qui ont des profils divers, qui viennent de cultures différentes, etc., il fallait essayer d'avoir un langage commun. Et ça, pour nous, c'était la science. Donc c'est comme ça qu'on a construit la Climate School. La deuxième conviction, c'était qu'effectivement, faut essayer de rendre ça un peu ludique pour embarquer tout le monde et réussir à maintenir ça dans le temps. Et du coup, on a essayé de faire des formats de vidéos assez ludiques, plutôt courts, type C'est pas sorcier, un peu sympa. Et puis évidemment, comme c'est pas autoporteur, on recommande aussi de faire appel à des jeux comme Ma Petite Planète ou de faire des team building, etc. En complément de ça, notre troisième conviction dès le départ, c'était qu'effectivement, c'était hyper intéressant pour réussir à vraiment mobiliser ces apprenants autour de ce sujet, qui était de rentrer dans le réel. Et du coup, pour rentrer dans le réel, nous, on a choisi l'approche métier. Du coup, on a au départ fait des petites capsules vidéo par métier. Je travaille à la finance, je travaille au RH, au marketing, à la com. Et en fait, on a eu pas mal de retours de gens qui nous ont dit on aimerait bien aller plus loin et on aimerait rendre ça encore plus concret dans notre quotidien de manière très opérationnelle. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé là à développer des formations qui sont réellement des formations d'acquisition de compétences, de montée en compétences, et qu'on a voulu commencer par le métier des RH. Du coup, Green RH, en une phrase, c'est pas, voilà, pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Green RH, c'est des promotions de RH inter-entreprise d'une 30aine de personnes qui se réunissent toutes les semaines pendant 6 semaines autour de l'acquisition de contenu et autour de live d'1h30 où ils vont pouvoir se retrouver autour d'un jeu, d'un atelier, d'un expert. Et on balaye un certain nombre de sujets. Alors tous les sujets qui touchent en fait au métier de RH, du coup de la marque employeur, aux risques physiques et psychosociaux, à la décarbonation. On parle également de métiers évidemment, de formation. Voilà, on balaye tous ces sujets. Et donc là, ça fait à peu près 6 mois qu'on a lancé cette offre de formation. C'est pour ça que je suis heureuse de venir vous en parler aujourd'hui et de pouvoir témoigner de ce qui a marché. Et en l'occurrence, les 3 choses que je retiens. La première, c'est que effectivement, on a des super retours sur le fait que les formats sont très divers. Effectivement, on va passer d'un format, par exemple, type Serious Game sur notre semaine 2 qui traite de la décarbonation. Donc, on fait travailler nos RH en équipe sur un cas fictif et on leur demande de prioriser leurs actions en fonction de plusieurs critères comme l'acceptabilité des collaborateurs, évidemment le budget, la faisabilité technique et l'empreinte environnementale. Ça marche hyper bien, à tel point qu'en fait, ce jeu devient un outil pour les RH qui réutilisent chez eux en interne pour réussir à pousser leur fiche d'action. Là, et oui, pardon, du coup, ça va de ce genre de format à des intervenants, des reportages. Par exemple, on est allé chez DocaPost voir, justement, rencontrer le DRH qui, lui, se rend sur place dans les entrepôts de DocaPost pour essayer justement
de traiter le sujet des vagues de chaleur, se demander comment faire au mieux pour anticiper les risques sur la santé des caristes dans les entrepôts d'Ocapost. Et en fait, ça, c'est vraiment ce grand écart et c'est cette diversité de formats qui fonctionne. La deuxième chose qui fonctionne bien, c'est que nos RH repartent avec une feuille de route. Et ça, c'est hyper important si on veut rendre ça actionnable et concret. Et du coup, on a plein de RH chez nous qui passent par notre formation et qui nous disent « Ah, c'est génial, dès que je suis sortie de la formation, j'ai pu aller présenter ma feuille de route à mon codir. » Bonne nouvelle, généralement. On a eu plein de feux verts. Donc, voilà, ça me permet de aussi avoir un certain nombre de premiers petits pas et d'avoir une vision moyen terme et long terme des chantiers de transition que je vais devoir, moi, en tant qu'RH, actionner. La dernière chose, c'est que la formation, ça a un début, ça a une fin. Sauf que du coup, comment est-ce qu'on garde cet esprit d'apprentissage entre pairs qui, en fait, est hyper important? Et c'est là où vient le sujet de la communauté. Et nous, alors, petit retour d'expérience, je vais être hyper transparente. La première promo, on était tellement concentrés sur, évidemment, le fait de délivrer du contenu de qualité, le fait de faire en sorte que nos apprenants se sentent bien accompagnés, qu'on a simplement ouvert un groupe WhatsApp. Alors oui, c'est bien parce qu'on peut transmettre un certain nombre d'infos, mais en fait, c'est pas ça qui va faire vivre la communauté sur le long terme. Du coup, pour notre promo numéro 2, on est parti de la base. On a fait un petit audit auprès de tous nos RH en leur disant qu'est-ce que vous attendez de cette communauté, qu'est-ce que vous êtes prêts à donner. Et en fait, ce qui est revenu chez tout le monde, c'est que oui, c'est hyper bien de pouvoir avoir accès à la formation en ligne, mais qu'en fait, l'esprit de promo, il y a rien de mieux que le présentiel malheureusement. Et du coup, on s'est dit qu'on allait organiser une fois dans l'année des ateliers de travail qu'on va co-construire, et c'est là où est la clé, c'est-à-dire que c'est pas nous qui construisons tout, c'est co-construit avec évidemment les membres de la communauté RH, et puis voilà, et puis comme ça nous permet de continuer à apprendre dans la durée. Merci Marion. Donc comme vous l'avez vu, il suffit pas d'avoir un groupe d'apprenants devant soi, comment le transformer ou faire en sorte que ça devienne une communauté, que ça soit un peu plus durable, alors qu'on parle de transition durable ou d'autres types de sujets. Donc il nous reste 7-8 minutes, le temps suffisant pour répondre à 3 ou 4 questions, sachant que vous pourrez aussi retrouver ces intervenantes dans le salon ou juste après la table ronde. Il y a un micro dans la salle et on est prête et prêt, surtout prête à répondre à vos questions. Qui se lance sur une question qui l'intéresse en termes de dynamique, de communauté apprenante, quel que soit le sujet ou... Oui, donc là, le micro va arriver. Et comme ça, je laisserai soit Virginie, Marion ou Fanny, à leur guise, répondre à la question. Bonjour, je m'appelle Isabelle Druet, je suis responsable formation. Et j'ai une question plutôt pour Virginie, mais aussi pour Marion, dans un certain sens, parce que toutes les deux, vous avez évoqué d'une manière ou d'une autre la manière dont vous avez invité pour Sistra les responsables locaux aussi à contribuer au contenu. Et Marion, par rapport à votre atelier présentiel annuel, comment est-ce que vous avez accompagné cela et encouragé à ce qu'il y ait réellement des contributions qui arrivent et qui émergent? Merci pour cette question. Évidemment, là, on est en plein dans ce challenge-là de vraiment faire que en local, nos ambassadeurs prennent une responsabilité en fait et leur autonomie sur ces actions. On les accompagne. Là, on a créé du contenu, du podcast en fait. Donc, déjà, on a un lien avec eux récurrent depuis le lancement du cycle 1. Donc, en fait, on connaît les personnes, on se voit régulièrement, on les informe sur les KPI aussi qui les intéressent. Et après, on leur propose aussi, on arrive avec des propositions. On a un podcast, comment on peut faire, par exemple, faire le premier cours en présentiel avec des gens et le faire ensemble. Donc, on arrive avec des propositions d'action, en fait. Mais là, vraiment, c'est eux qui doivent organiser. Donc, on est là en soutien. Et la clé, c'est de réussir à les intéresser. Évidemment, ça marche très bien quand nos ambassadeurs locaux, on a la chance, la transition écologique, ça parle souvent aux valeurs. Donc, en fait, les gens sont souvent très proactifs sur ces sujets-là. Si en plus, on a le management qui appuie et qui donne la priorité, pour nous, c'est vraiment la clé où on va réussir à vraiment permettre de faire descendre, en fait, en local, les actions.
Alors, nous, pour répondre à la question, là où on a un peu de la chance, même si je ne sais pas si on peut parler de chance, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, qui existe aujourd'hui pour les RH sur ces sujets de transition environnementale. Il n'y a pas vraiment de club dédié à ça où il peut y avoir du partage. Donc, je pense qu'il y a une vraie envie, une vraie volonté pour les personnes qui passent par notre formation et qui deviennent, du coup, des alumni de cette formation, de maintenir, en fait, ce lien dans le temps. Et du coup, moi, je pense que la meilleure façon de le faire est de continuer à les garder embarqués parce qu'on sait très bien que les RH ont un quotidien hyper chargé, sont souvent la tête dans le guidon et puis c'est souvent les cordonniers qui sont le plus mal chaussés, donc c'est souvent les derniers à se former. On fait en sorte effectivement de comprendre ce qu'ils sont prêts. On a de la musique classe, qui soient prêts qui soient prêts à donner, enfin on se renseigne en fait sur ce qu'ils sont prêts à faire et généralement beaucoup dans un premier temps nous disent ah bah moi je serais hyper content d'intervenir dans un webinaire pour parler de quelque chose dont je suis fière par exemple au sein de mon entreprise et donc on commence un peu comme ça. L'idée c'est un peu en fait de leur donner de la reconnaissance et aussi surtout de créer un espace de prise de parole et puis derrière on leur dit bah voilà tu fais le premier truc avec moi, après je te laisse l'organiser et avec quelqu'un d'autre de la communauté, puis par effet ricochet on espère que ça devient un peu plus autoporteur et un peu moins géré par nous évidemment. Pardon, je me permets aussi de réagir parce que les ambassadeurs, c'est pas quelque chose que j'ai développé, mais on compte énormément dessus. Et nous, notre façon, vraiment, pour qu'ils se saisissent du sujet, pour ensuite aller parler à la communauté qu'ils construisent, c'est vraiment la formation, avoir un temps où on part de leur rôle, de ce qu'on attend, de ce que ça représente. Et après, il faut que ça soit un rôle qui soit facile pour eux. Et du coup qu'ils aient des ressources qu'ils puissent prendre en main et adapter ensuite, mais vraiment ce côté clé en main. Voilà. Bon. Voilà, il nous reste encore du temps pour répondre à des questions. J'espère que vous admirez la performance de mes trois intervenantes qui sont capables de lutter contre beaucoup plus puissants que nous en termes de voix. Est-ce qu'il y a encore une question? Il nous reste encore du temps, 3 minutes et quelques, pour une question par rapport à ces animations de communauté. Oui, là-bas, il y a une question. Approchez, le micro arrive. Merci. Bonjour, Julia Mambengo, je suis responsable formation chez ACCO. Donc nous, on fabrique du matériel agricole, donc en plein sur la thématique. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de vos formations? Comment est-ce que vous êtes capable de nous dire on a tant de points de plus comment est-ce que vous avancez dans un esprit d'amélioration continue en fait sur ces thématiques-là? Alors effectivement, la question de l'impact et de savoir ce que ça déclenche réellement suite, par exemple, au petit module AXA Climate School, c'est une question qui est pas évidente parce que, en fait, il y a ça, il y a de la fresque, il y a évidemment les initiatives personnelles qui sont prises, etc. Donc savoir d'où ça vient exactement et comment ça se concrétise, c'est jamais évident. Après, du coup, moi, je trouve que ce qu'il y a de plus concret et ce qui fait que les gens justement se mettent en marche, c'est l'exercice qu'on leur fait faire justement de cette feuille de route et qui le rend extrêmement activable. Après, oui, pour être complètement transparente, c'est toujours très compliqué. Après, quand on crée des communautés en interne, qu'on a régulièrement ces moments de partage et tout, c'est aussi l'occasion de se retrouver et de se demander qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que ça a donné derrière. On a un de nos clients, je pense là à Wavestone, qui justement a déployé la Climate School, qui ont des ambassadeurs dans chaque pays et qui en fait ont décidé de se mettre un point récurrent dans leur calendrier tous les 2 mois pour se retrouver, regarder les taux de complétion de la formation, se dire ok, qui a le meilleur taux de complétion, et la personne qui a le meilleur taux de complétion, on lui laisse la parole et on lui demande qu'est-ce que tu as mis en place concrètement, qu'est-ce que ça a changé, et ça permet complètement de nourrir en fait les autres référents et les autres pays et du coup de faire progresser les choses. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette table ronde. Je voudrais remercier donc Virginie, Marion et Fanny. Vous pouvez les applaudir pour leur performance. Et je vous rappelle donc nous allons poursuivre dans 5 minutes avec à nouveau de nouveaux témoignages dans la même thématique des stratégies de formation. Et puis vous pouvez les retrouver ou discuter avec elles. Voilà, au stand T77. Voilà, merci à vous et à tout de suite d'ici 5 minutes.